le Minitel de Bouzas. Comment ça va? Bah dis donc, t'as l'air joyeux. Ah bah ça, passer une journée mémorable. 14 h, rendez-vous avec Sandy au cinéma. C'est ce qu'on est allé voir? On est allé voir Dirty Dancing au cinéma. Dirty Dancing, le film qui vient tout juste de sortir là, cette semaine. C'était extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment super génial. La bande originale, c'est le top du top. Je te ferai la cassette si tu veux, la copie de la cassette, parce que je l'écoute en ce moment en boucle sur mon Walkman. Ça me fait penser que mon Walkman, je l'ai oublié chez Sandy. Mais c'est pas le plus important. Non, le plus important, c'est qu'après avoir raccompagné Sandy chez elle, je suis retourné au cinéma pour aller voir le tout dernier Schwarzy qui vient tout juste de sortir. Tu parles de Predator? Ça a l'air copié sur Rambo 2. Rambo 2? Rambo 2, mais non, mais Rambo 2 c'est de la gnognotte à côté de ça. De toute façon, Schwarzy c'est le meilleur, et donc toi et ton Stallone, 36-15 vos vies, honnêtement. Schwarzy, le meilleur. Et Rocky, t'en fais quoi? T'as vu Rocky 4 sorti il y a 2 ans? Et toi, attends, et toi, t'as vu Terminator? Terminator, Schwarzy, attends, champion de culturisme, hein? Reconversion au sommet. Je suis sûr qu'un jour ce type, on en reparlera, mais je suis sûr qu'un jour ce type, il deviendra président des États-Unis. Tu verras. Ce sera déjà bien s'il finit gouverneur. Cessons cette discussion de sourds, on parviendra jamais à se départager. Tu as raison. Tu as raison. N'empêche que c'est Schwarzy le best. Sly. Schwarzy. Sly. Schwarzy. Bon, ouais, ah merde, bref, peu importe. Ce qui serait top, tu vois, ce qui serait top. Imagine un truc. Imagine, voilà, on est dans le futur, tu vois. Ce qui serait le top, c'est qu'un jour, ils fassent un film ensemble. Mais tu vois, juste tous les deux en tête d'affiche. Arrête, j'ai déjà le master au garde à vous, rien que d'y penser. Les années passèrent et nos deux héros passionnés continuèrent à suivre les aventures de leurs idoles respectives. Terminator 2 ou Cliffhanger? Oh non, et pas Terminator 2, on l'a déjà vu plein de fois. Bah attends, mais c'est trop bien Terminator 2, puis d'ici là qu'il y en ait un troisième. Ah bah là tu peux te gratter, hein. Je te parie combien qu'il n'y aura jamais de Terminator 3. Bah attends, je vois pas pourquoi, je veux dire, le 2 il a cartonné, il n'y a aucune raison pour pas qu'il y ait de troisième un jour. Hein. Ouais, mais la tendance est aux dinosaures. Jurassic Park a tout pété l'année dernière, je te rappelle. Ouais, bon, à la limite. Bah, de toute façon, ça règle pas notre problème. Terminator 2 ou Cliffhanger? Cliffhanger. Mais je suis désolé, mais Stallone en alpinisme, mais excuse-moi quoi. Et alors, et Schwarzy en maître d'école dans un flic à la maternelle, c'était pas mieux, hein? Ouais, ça va. Bon, va pour Cliffhanger. Par contre, t'as rembobiné la cassette, j'espère, la dernière fois. Non. Ah, mais tu fais chier, putain. Et vivement qu'ils inventent un truc, tu vois, genre style la cassette, tu vois, qui se rembobine toute seule. Ou alors un truc sur CD, enfin, ils trouveront. C'est trop fort, franchement, putain, c'est trop bon ça. Qu'est-ce qui se passe? Schwarzenegger vient d'être élu gouverneur de la Californie. Governator, yeah. Ça c'est bon, mais c'est bon. Mais... Tiens, ça me rappelle une discussion qu'on a eue il y a quelques années, ça. Attends. Où il est Stallone? Stallone, where is Sly? Il est où Stallone là? Ah oui, si, il est à Marseille, il a pas joué dans Taxi 3 cette année. Ça fait 20 ans que je rêve de te la coller. Et qui c'est qui a gagné? C'est Schwarzy. Ça c'est trop bon. Ouais, mais j'avoue, mais je me pose des questions. Si Schwarzenegger est gouverneur de Californie et Stallone doit arrêter sa carrière à cause des films pourris qu'il fait, qui est-ce qu'on va suivre, nous? Je sais pas. Mais tu sais, il y en a d'autres, hein. Allez, mets Driven que je te colle ta branlée. Attends, tu veux parler de ce jeu-là? Hein? Tu veux parler de ce jeu-là? Cette adaptation
pourrie, hein, soyons clairs, soit une adaptation pourrie d'un film de merde. D'ailleurs, ça me brûle les mains, voilà. Désolé, il est tombé par terre, il est peut-être cassé, espérons-le. Excuse-moi, avant ça, avant de parler de Driven, j'ai ce jeu-là à finir, hein. Et comme Schwarzenegger a été élu gouverneur des États-Unis, ce qui est quand même un événement, hein, eh ben, on va finir ce jeu-là, hein, d'abord, voilà, parce que c'est l'honneur. L'honneur est à Schwarzenegger aujourd'hui, c'est pas Stallone. Stallone, il va retourner à Marseille. Voilà, donc l'honneur est à Schwarzenegger, je pense. Mais on peut jouer qu'un joueur. Je m'en fous, on ne peut jouer qu'à un joueur, j'en ai rien à faire, hein. Tu me regardes, je le finis, voilà, on fait comme ça. Les idoles évaporées, nos deux héros n'ont eu d'autre choix que d'ouvrir grand leurs yeux sur ce qu'il se faisait ailleurs. Tandis que l'un se mit à réaliser des vidéos critiques sur le net, l'autre partit en quête du nanar ultime. Deux personnalités, deux destins, tous les opposants comme leurs idoles. Mais ensemble, ils attendirent le jour où ils seraient de nouveau réunis par la passion. Détecteur, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi, viens voir, ne dis rien, assieds-toi et regarde. Bienvenue dans votre nouvelle demeure. Je suis le directeur Ops. Ops. Où est le directeur Marche? Il n'y a pas de directeur Marche. Faites-moi des potes, on aura besoin. Barrez-vous. Si je sors pas d'ici, je te tue. C'est bonne guerre. C'est terminé. Dites à ceux qui m'ont enfermé ici que je vais réduire cette prison en cendres. Oh, j'ai une idée. Quoi? Je sais quoi prendre comme sujet pour les introuvables du détecteur. Quoi? Bah attends, regarde, ça se passe ici. Ringardisés, humiliés, salis, moqués, on les a hués, on les a mis sur la touche, ces reliques d'un autre temps. Ils ont été des superstars, les vedettes les plus puissantes d'Hollywood. Ils ont été des symboles. Ils ont joué dans certains des plus grands succès de tous les temps pendant leur époque de gloire absolue. Pourtant, le déclin, les échecs, les critiques. Malgré ça, l'un et l'autre savaient qu'il leur restait une carte à jouer. Et aujourd'hui, à l'heure où les geeks sans cervelle crachent sur un Ben Affleck méritant uniquement parce qu'il a signé pour jouer une chauve-souris en collant, à une époque où les testostérones ont été rangés au placard pour laisser la place à un pseudo-assombrissement des personnalités des soi-disant héros, à une époque où les remakes, reboots, sequels, prequels, spin-off, crossover et autres entrequels, tous saccageant des œuvres cultes du passé, deviennent légion, deux colosses au bras de fer, deux mythes refont surface du fond des âges pour montrer à la jeunesse actuelle qu'on déconne pas avec les références. Et pour les puristes comme moi, Dieu sait que c'est bandant de voir les deux saints-pères du cinéma d'action, du démolissage de gueule, ces monstres testostéronés au charisme légendaire contre qui les Vin Diesel et les Dwayne Johnson ne font pas le poids une demi-seconde, remettre certaines logiques à leur place en nous guidant, nous, pauvres païens de spectateurs, vers le chemin de la passion ravivée par les flammes du véritable savoir-faire dans le bourrinage intégral.
Les personnes nées après 1997 ne peuvent avoir idée de l'excitation engendrée à l'époque par la sortie du nouveau Stallone ou du nouveau Schwarzenegger. Du milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90, supposer qu'un jour ces deux comédiens allaient se retrouver en tête d'affiche d'un seul film, c'était de l'ordre du fantasme chimérique. Ce qu'il faut réellement prendre en compte, c'est que ces deux stars de l'action étaient au-dessus de tout ce qui se faisait d'autre à l'époque. Le rêve d'une confrontation cinématographique entre ces deux mythes et le rejeton logique de deux phénomènes de la société des années 80. D'où la saveur particulière d'un Expendables ou même d'un Évasion. Tout ce que je dis là, évidemment, peut-être ça parle à certains, peut-être ça ne parle pas aux autres. Avant de nous plonger dans le sujet de cette vidéo, rafraîchissons-nous la mémoire. Tu es né le 6 juillet 1946 à New York aux États-Unis. Issu d'une famille d'immigrés italiens, c'est ta mère, Jackie Stallone, qui t'élève avec ton frère, Frank. Passionné par les arts dramatiques, tu rêves de devenir comédien. Seulement, tu enchaînes les galères. Les années 70 sont pour toi des années de tourments et d'échecs, où les producteurs pensent que tu n'es juste bon qu'à jouer les figurants. En 1976, dans la misère, tu écris Rocky. Ce sera le film de ta vie. Tu insistes pour jouer le premier rôle et tu fais bien, car ce long métrage définira toute la suite de ta riche carrière. Rocky est un carton. Tu deviens une vedette montante. Puis vient l'année 1983, où le rôle culte de Rambo ainsi que la seconde suite de Rocky font de toi une star internationale. En 1985, tu atteins le sommet de ta carrière grâce à ces deux rôles cultes. Rocky IV et Rambo 2 explosent le box-office. En l'espace d'un an, tu es devenu la star hollywoodienne numéro 1, doublé désormais d'un véritable héros du cinéma d'action. Tu deviendras l'image de la politique réganienne un peu malgré toi. Tu seras très vite catalogué et malgré ton talent, beaucoup se demandent si tu parviendras à sortir de l'image du héros des années 80. La réponse est oui. Après des débuts foireux dans la comédie, Cliffhanger ou Demolition Man par exemple, rappelleront que tu restes le roi de l'action. En 1997, tu changes de registre. Avec Copland, tu te fragilises, tu te complexifies et tu le paieras cher malheureusement. Ta carrière s'effondre. Pendant 10 ans, tu enchaînes avec des œuvres sans envergure. Tu disparais. Puis Rocky te fera renaître en 2006, Rambo l'année suivante, sans parler des Expendables. Aujourd'hui, tu as retrouvé le respect qui t'est dû. Tu es un phénix qui a connu la grandeur et la décadence. Tu es le héros parfait, celui qui trébuche sans jamais chuter, celui qui se relève face à l'adversité. Tu es Sylvester Stallone. Tu es né le 30 juillet 1947 à Thal près de Graz en Autriche. Fils de Gustav Schwarzenegger et de Aurelia Jarny, ton enfance est marquée par l'autorité et le rejet, notamment de ton père. Au début des années 60, tu te passionnes pour le sport et plus particulièrement le culturisme. Alors que tu n'es qu'un jeune adolescent, tu entrevois déjà ton parcours. En 1970, à seulement 23 ans, tu es le plus jeune culturiste de l'histoire à remporter le titre de Mister Olympia, le prix le plus prestigieux du monde. Tu vas devenir une légende du bodybuilding. Tu remporteras ce titre 7 fois, de 1970 à 1980. Tu es riche, tu es célèbre, mais tu rêves d'une autre carrière. Tu te lances alors dans le cinéma. Après des débuts poussifs, John Milius te confie le rôle de Conan en 1982, dans Conan le Barbare. Tu deviens une star hollywoodienne. Ce statut prendra de l'ampleur 2 ans plus tard lorsque James Cameron te confie le rôle de ta vie dans Terminator en 1984. Les cartons cinématographiques s'enchaînent. Beaucoup critiqueront ton talent de comédien, mais tu es intelligent et tu t'entoures des meilleurs artisans pour tourner dans des œuvres désormais ancrées dans l'histoire. Après 15 ans de succès, ta carrière cinématographique commence à décliner à partir de 1997. Tu décides alors de te lancer dans la politique. En 2003, tu es élu gouverneur de la Californie. Tu effectueras 2 mandats consécutifs.
En janvier 2011, tu rends ton costume de politicien et un bilan politique plutôt mitigé, mais tu décides de reprendre le chemin des plateaux de cinéma. Ton comeback s'effectue en ce moment. Tu es l'incarnation du rêve américain. Tu es un exemple de réussite, un héros qui ne s'est jamais détourné de ses ambitions. Tu es un aigle dont les yeux se sont portés droit sur l'horizon. Tu es le héros parfait, celui qui n'ayant que des idéaux dans sa poche a gravi des montagnes pour atteindre les étoiles. Et tu y es parvenu. Tu es Arnold Schwarzenegger. Détecteur, c'est à toi. Merci Matt pour cette agréable présentation, somme toute respectueuse de ces deux vedettes hollywoodiennes. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se foutre de leur gueule. Ce qu'il y a d'intéressant dans les carrières de Stallone et Schwarzenegger, c'est qu'elles sont comme des boîtes de chocolat, tu trouves tous les parfums et souvent on passe d'un radical à l'autre. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Par exemple, booze, 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 booze. Et c'est pareil pour l'autre. Chef-d'œuvre, 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 booze, booze. Et celui-ci, grosse bouse de tarba. Tristesse et naufrage, ascension et gloire. Dans tous les cas, nous y retrouvons le plaisir de revoir ces deux figures mythiques qui, en plus, rappelons-le, n'hésitez pas à se mettre sur la tronche par l'intermédiaire de leurs œuvres respectives. Ce qu'il faut que tu comprennes, toi la jeune génération, pour qui Statham c'est le meilleur et pour qui Dwayne Johnson c'est le plus costaud, c'est que rien au monde, à part peut-être Chuck Norris, n'est en mesure de faire plier ces modèles qui pendant plusieurs années ont été les acteurs les plus puissants du monde. Au sommet, Sly et Schwarzy touchaient quand même 20 millions de dollars de cachets par film. Et quand je te parle des cachets, c'est pas des cachets d'aspirine, hein, tu t'en doutes. Ce message est donc pour tous ceux de la presse ou du public qui n'ont pas hésité à enterrer Sly et Schwarzy avant l'heure pendant leur époque de déclin. Go fuck yourself! C'est très spirituel, détecteur, très spirituel. Mais c'est quoi le but de cette vidéo? C'est de rendre hommage à Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger? Ou d'insulter les gens qui les ont critiqués? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. C'est très bien ça, ok. Mais tu vois, il y a pas très longtemps, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle From Hell. C'est-à-dire que c'est une vidéo, si tu veux, avec un certain niveau de recherche, tu vois. Et depuis, on va dire que j'ai un certain standing à tenir. Je peux pas me permettre de participer à des vidéos de merde, sinon tu vois ma cote, elle baisse, tu le comprendras. Et alors, Stallone quand il a fait Arrête ou ma mère va tirer, tu crois qu'il a pensé à son standing à respecter? Eh ben il aurait peut-être dû. Tu oses remettre en question le talent de Stallone? Mais non, je remets pas du tout le talent de Stallone en cause. Simplement, je pense juste que Schwarzenegger, lui, au moins, il a pas de réel faux pas. Ok, je te lance un défi. Bonjour à tous, ce fighting entre Schwarzenegger et Stallone n'a que trop duré. Il est maintenant l'heure pour nous, en exclusivité mondiale, de les départager et de voir qui est le plus costaud des deux. Première question, combien de types ont-ils buté dans l'ensemble des films de leur carrière? Alors pour Schwarzenegger, les estimations doivent se fixer aux alentours de 575 morts, peut-être un peu plus si on compte ces derniers. Pour Stallone, les chiffres sont pas exacts vu qu'il s'arrête à Expendables, mais on doit être aux alentours de 400 morts. C'est exact, 1-0 pour Schwarzenegger donc. Deuxième question, combien de fois meurt-il dans leurs films? 4 fois pour Schwarzenegger dans les 3 premiers Terminator et dans La Fin des Temps. 2 fois pour Stallone dans La Course à la mort de l'an 2000 et dans Fist. Exact, 1-1. Attends, il a le point, mais comment ça se fait qu'il a le point? Attends, je veux dire, Schwarzenegger dans Terminator c'est une machine, donc il meurt pas vraiment. Silence. Ok, c'est bon. Troisième question. Laquelle des deux carrières a été la plus bénéfique en termes de recettes au box-office mondial? Alors là, je te fume, détecteur. 4,5 milliards pour Schwarzenegger sur l'ensemble de sa carrière, soit une moyenne de 112 millions de dollars de recettes par film. 4,9 milliards de dollars de recettes pour Stallone. Et ouais, il a joué dans plus de films, trou de balle. Moyenne 87 millions. Je te nique sur la moyenne. Peut-être, mais c'était pas la question, donc tu fermes ta gueule. 2-1 pour Stallone. Quatrième question. Combien de leurs films ont franchi la barre symbolique des 200 millions de dollars de recettes? Stallone est à 8 films au-delà des 200 millions de dollars de recettes. Schwarzy est à 11, donc là, c'est toi qui fermes ta gueule. Allez, ferme ta gueule. Question suivante. 2-2, égalité. Cinquième question. Lequel des deux a touché le plus gros salaire pour un film? Alors, Schwarzenegger a empoché 30 millions de dollars de cachets pour jouer dans Terminator 3. Stallone n'est jamais monté au-delà des 20 millions de dollars. Allez,
Question suivante. 10e question. Lequel a eu la chance de se taper Sharon Stone dans l'un de ses films? C'est quoi cette question de merde? Les deux ont niqué Sharon Stone, Total Recall et l'expert. Bah ouais, pose-nous une autre question, elle est pourrie celle-ci, allez vas-y. Ok. 6e question donc. Lequel des deux a reçu le plus grand nombre de prestigieux prix cinématographiques? On dit prestigieux prix, donc on ne compte pas les Razzie Awards. 20 pour Stallone, dont un César d'honneur en 1992. Pour ne pas humilier mon adversaire, je passerai sous silence la nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 1977 pour son interprétation dans Rocky. De même, Stallone a eu son étoile sur Hollywood Boulevard en 1984. 18 pour Schwarzenegger et l'étoile en 1987, mais en même temps il a débuté sa carrière plus tard et il a moins de nominations aux Razzie Awards. 3. Question finale pour départager les rangs. Lequel a eu les débuts les plus prometteurs au cinéma? Tu parles d'une question à la con? Ah, mais ils ont tous les deux eu des débuts pas du tout prometteurs. Il y a peut-être moyen de les départager en analysant ces films. Après tout, on se souvient de tous leurs autres longs métrages, mais on a tendance à zapper leur premier. C'est pas faux, mais bon allez vas-y, si tu veux on le fait. Je te laisse commencer, vas-y. Grande, très grande tristesse en vue. S'il y en a bien un qui a méchamment bouffé à ses débuts, c'est bien Sylvester Stallone. Son premier film est inclassable, soyons clairs. Quand on connaît un peu les circonstances qui ont amené ce long métrage à voir le jour, autant que le fait d'y voir Stallone dedans, le rire et l'ironie laisseraient presque la place à l'embarras et au profil bas. On va revenir un petit peu sur tout cela, mais à mon avis, on peut déjà écarter l'idée que Stallone a eu des débuts prometteurs en partant d'une telle œuvre. The Party at Kitty and Studs, également connu sous son titre alternatif L'étalon italien, un titre raffiné et référentiel ma foi, est sorti en salle aux États-Unis le 10 février 1970 et est réalisé par Morton Lewis, un grand habitué du porno softcore bas de gamme à l'époque. S'intéresser à ce film au départ, c'est s'intéresser un peu à la situation professionnelle de Sylvester Stallone à l'époque. Et quand je dis qu'il a méchamment bouffé, c'est un euphémisme. En 1969, Sylvester Stallone a 23 ans et vient tout juste d'être expulsé de son appartement à New York. L'acteur foire à l'époque toutes ses auditions, personne ne veut de lui partout où il se présente. Pas de boulot, la dèche royale, il se retrouve à la rue. Pendant un certain temps, Stallone dormira dans un abribus. Je sais pas si vous vous rendez compte, une méga star mondiale archi connue et ramassant des millions par film, 15 ans plus tôt, il était SDF. Son parcours exceptionnel frise le sublime. Stallone avouera lui-même qu'il a pensé à voler et à sombrer dans le crime pour manger, pour survivre. Puis un jour, on lui propose de participer à un pseudo-film érotique à 2 balles financé selon les dires de Sly par des avocats puissants de New York. 5 000 $ sont injectés dans la production de ce long métrage qui porte le délicieux nom de The Party at Kitty and Studs. Stallone est payé, accrochez-vous bien, 200 $ pour 2 jours de tournage. Plutôt honteux d'avoir participé à cette saloperie cinématographique, Stallone passera toujours sous silence cet épisode foireux de sa carrière. Évidemment, vous vous doutez bien qu'une telle merde, ça n'a pas eu le moindre succès. Stallone galérera pendant encore 6 années, jusqu'au jour où il écrit Rocky. La suite, on la connaît. Si Sylvester Stallone n'était pas devenu une star par la suite, c'est sûr et certain qu'on n'aurait jamais plus entendu parler de ce film. En 1976, les producteurs profitent de la célébrité naissante du comédien pour ressortir le vieux dossier au cinéma sous le nom The Italian Stallion, l'étalon italien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Rocky, l'étalon italien, c'est le surnom que l'on attribue à Rocky Balboa joué par Stallone. Lui donner une signification osée, c'est le genre de truc qu'on peut imaginer dans une publicité sur NT1 aux alentours de 2 h du matin. Tu cherches un bel étalon italien pour te déboîter le caisson dans ta région? N'attends plus, envoie étalon au 3617 Stallone. Des muscles et des poils, un calzone et des chaussettes à tango. C'est l'Italie. Je suis Enzo, l'étalon italien, et je vais te déboîter jusqu'à ce que mort s'en suive. Étalon au 3617 Stallone. Ou dans ça également. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde. Ouais non, en fait ça c'est de la merde en fait. Bon bref, l'étalon italien sortira en salle de nouveau en 76. Le film aura les honneurs d'une sortie DVD outre-Atlantique en 2004 en pleine période du déclin de Stallone, comme pour en rajouter à sa peine. En 2007, on apprend qu'il existe une version hardcore du film, le faisant basculer de l'œuvre érotique au porno le plus bourrin, avec des plans explicites où l'on verrait Stallone en pleine pénétration. Mais en fait, ce sont des conneries, les inserts porno ont été rajoutés bien plus tard, et ce qu'on voit est tout sauf la bite de Stallone. Les bottes de Staline?
la bite de Stallone. Matt, arrête de troller ma chronique, c'est déjà assez gênant de parler de ça, donc n'en rajoute pas s'il te plaît. Alors nous arrivons à l'année 2010 où les droits mondiaux sur les négatifs du film tourné, notons-le pour l'info même si on s'en fout, en pellicule 35 mm, ont été cédés à la vente sur le site eBay pour la modique somme de 270 000 livres sterling, soit 320 000 €. La tristesse, donc. Sylvester Stallone n'a jamais tenté de racheter les négatifs, ni d'interdire la diffusion de ce machin-là. Lui-même avoue que c'est une œuvre d'une grande misère et qu'il ne mérite même pas qu'on s'y attarde une seule seconde. Et on le comprend. De quoi que ça parle ce machin-là? Stud, joué par Stallone, aime le cul. Voilà, c'est son truc. Ce qu'il veut, c'est baiser. Il veut farfouiller de la mouliche, il veut faire don de son jus blanc, il veut vaginalement m'autoculter de la gonzesse. Pourquoi pas? Pourquoi pas une laisse dans le cul? Oui aussi, pourquoi pas. Bon bref, un jour avec sa jeune et séduisante petite amie Kitty, il décide d'organiser une partouze chez eux. Voilà, le scénar ferait presque passer dangereuse fréquentation au Zebra Lounge pour un chef-d'œuvre. Analysons ce film pour ce qu'il est, un film érotique. Le principe du long métrage érotique, c'est de miser avant tout sur son spectacle que sur son histoire. On a tous maté un jour dans notre vie un boulard. Sauf moi. Non, mais en fait, je t'explique, c'est juste que j'étais en train, voilà, je vérifiais que tout était mis en place, tu vois, relever des niveaux, enfin, prise des niveaux, relever du compteur. C'est parce qu'en fait, il y a une fille qui vient tout à l'heure. Voilà. C'est vrai, hein. Soyons clairs, la base du film érotique, c'est de stimuler les fantasmes et la libido sexuelle de ces messieurs majoritairement. Donc, si les talons italiens étaient pensés de cette façon, ça explique pourquoi son scénario est aussi pourri dans la nature même de son concept. Seulement, que cela soit en 1970 ou en 2013, voir une espèce de ronde orgiaque avec Stallone, un autre gars et 4 meufs, ça n'a rien de spécialement bandant. Perso, j'ai juste giclé de rire. Et c'est pas parce que c'est Stallone, c'est parce que toute l'atmosphère dégagée par cette séquence est profondément stupide. Honnêtement, je vous jure, il faut le voir pour le croire, c'est un ovni. Si tu pensais avoir tout vu du cinéma, mon coco, tu peux direct te rhabiller. Je ne vais pas insister davantage sur ce long métrage parce qu'honnêtement, il n'y a rien à dire dessus. La mise en scène témoigne d'un amateurisme total, pas de raccord logique, pas la moindre profondeur, une lumière et des couleurs dégueulasses. Le Stallone maigrichon qu'on voit à l'écran fait vraiment beaucoup de peine. On sent bien que le gars n'est pas taillé pour ce genre de cinéma. Physiquement, il dégage rien car lui-même sait bien pourquoi il fait ça. Techniquement, ça vaut rien. Artistiquement, c'est même pas digne d'un bon film érotique parce que oui, on en parle assez peu, mais les bons films érotiques, ça existe. Le cinéma érotique et le cinéma pornographique, qui ne sont pas tout à fait la même chose, mériteraient d'ailleurs d'être analysés par Matt, non pas pour se marrer à parler de cul, mais plutôt pour définir certaines spécificités qui trouvent parfaitement leur place dans le monde du 7e art. Les Talons Italiens est un mauvais film érotique, il passe complètement à côté de son potentiel sensuel. C'est de la merde, j'ai pas d'autre mot, c'est de la merde. On conclura en disant que ce long métrage érotique est la preuve matérielle que Sylvester Stallone est un acteur qui revient de très loin. Bien sûr, des bouses, il en verra d'autres dans la suite de sa prolifique carrière. Mais entre jouer un flic cabotinant ridiculement dans Arrête ou ma mère va tirer et jouer un porno caractère juste pour bouffer, il y a une différence. Au pire, Arrête ou ma mère va tirer, c'est qu'un film pourri qui, après coup, nous fait bien marrer. Et qui, aujourd'hui, doit sans doute faire rire Stallone en se disant « Que ce que j'ai été con de faire cette connerie !» Avec Les Talons Italiens, c'est plutôt gênant de se foutre de sa gueule. Ce sont ses débuts, il crève la dalle, il est SDF et il prend ça vraiment parce qu'il n'a pas le choix. Perso, je dis respect, parce que commencer une carrière sur un film bas de gamme comme celui-là et finir numéro 1 du box-office mondial 15 ans plus tard, ils sont pas nombreux à y être parvenus. Rien que pour ça, moi je dis respect absolu. Bravo Stallone. Effectivement, là j'avoue, j'ai une grande estime pour Stallone pour ça et aussi pour la suite de sa carrière. Mais la question c'était lequel des deux a eu les débuts les plus prometteurs. Et là on peut pas dire que ce soit vraiment le cas, ça s'est fait un petit peu malgré lui. Ok, mais quand même. Je t'écoute pour Schwarzenegger, on va rigoler 5 minutes, je pense aussi. Arnold Schwarzenegger. Magnificent as Hercules. Ça c'est sûr, grande, très grande tristesse en vue. S'il y en a bien un qui est passé pour un sacré gland au début de sa carrière cinématographique, c'est bien Arnold Schwarzenegger. L'ironie c'est que la production de son premier film débute en 69 pour une sortie en 1970, exactement à la même époque où Stallone tourne Les Talons Italiens. Cependant, la coïncidence s'arrête ici. En 1969, Arnold Schwarzenegger est l'un des très grands espoirs du culturisme mondial. Cette année-là, il finit deuxième en finale pour le titre de Mister Olympia contre Sergio Oliva. Son palmarès est déjà assez impressionnant et continuera de s'étendre les années suivantes. Schwarzenegger a immigré aux États-Unis l'année précédente, il a peu d'argent, à ce moment-là il ne roule pas encore sur l'or, et surtout son accent anglais est à couper au couteau.
À partir de 1969, en parallèle aux compétitions de culturisme, Schwarzenegger, en bon businessman, investit dans la publicité. Il tient même une société de vente par correspondance de compléments alimentaires pour les sportifs. Plus tard, il placera également énormément d'argent dans l'immobilier. C'est un truc qu'on a un petit peu oublié, mais à l'époque de Conan le Barbare en 82, alors qu'il commence seulement à être connu par le public international, Schwarzenegger était déjà millionnaire depuis quelques années. Revenons en 1969. Schwarzenegger débarque à peine aux États-Unis. Il arrive d'Autriche. Il a beau faire parler de lui dans le milieu du culturisme, pour le grand public, c'est un inconnu total. À peine celui-ci arrivé sur le sol américain, son agent lui dégote un rôle dans un long métrage. Schwarzenegger est ravi au départ. Rappelons que le type rêvait de devenir une star hollywoodienne. Eh bien, il va vite déchanter, c'est moi qui vous le dis. Hercule à New York est sorti en salle aux États-Unis au cours du mois de février 1970 et est réalisé par Arthur Alan Sedelman, qui met en scène ici, précisons-le, son tout premier film. Aubrey Wisberg, producteur, était à la recherche d'un acteur à la fois très musclé et très doué pour la comédie pour prendre le rôle d'Hercule. L'agent de Schwarzenegger a vendu son client, et ça c'est véridique, comme un grand acteur shakespearien britannique. What the fuck. Tu sais pas trop pourquoi, mais le producteur est tombé dans l'entourloupe. What the gros fuck. Et Schwarzenegger a été engagé. Payé 1000 $ par semaine pour 12 semaines de tournage, Schwarzy encaisse 12 000 $, ce qui est, soyons clairs, un salaire plutôt insignifiant, même à l'époque. Le long métrage sort dans l'indifférence générale. Le nom imprononçable de Schwarzenegger est remplacé au générique par le nom Arnold Strong. Ça fait très pseudo d'acteur de boulard tout de même. Découvrez le tout dernier film d'Arnold Strong, Encule à New York. J'organise une fête dans mon pantalon. Il y aura ma poutre. Ça te dit de venir? The Master of Manhattan. N'importe quoi. Attends, moi j'ai un concept mieux que ça encore. Ridiculisée par ses pairs, torturée, malmenée, elle décide de tout plaquer et de s'en aller par-delà les océans pour changer à tout jamais son existence. Universal Pictures présente Arnold Strong, le bois de chêne véritable récompensé par la tronçonneuse d'or en 2013 au Festival des Pins et Séquoias et du tabouret argenté à la chaise longue de Deauville pour son exceptionnelle interprétation dans Assis-toi sur moi, le film de la maturité. Chaise à bascule à New York. Bref, la production ne sera pas simplement emmerdée par le nom du comédien principal, mais aussi par son accent autrichien aussi mélodieux à l'oreille qu'une scie sauteuse. Schwarzenegger sera redoublé à l'époque pour finalement rester en l'état lors d'exploitations postérieures. Je vous ai mis un petit extrait avec son accent pour que vous vous rendiez bien compte de ce truc. Why can't I go? You let mass travel. I only want to browse around. I have been here thousands of years. Je rappelle juste qu'Hercule, c'est un demi-dieu grec à la base. Grec, hein. Là on dirait un germanique qui déblatère de l'anglais sans comprendre ce qu'il dit. Honteux d'avoir tourné dans une telle daube, estimant sans doute que ça le grillerait à Hollywood et que ça le poursuivrait toute sa vie, Schwarzenegger fera des pieds et des mains pour racheter les droits d'exploitation du film et en interdire la diffusion au cinéma ou plus tard l'édition vidéo. Raté! Le long métrage n'est pas tellement un introuvable, en cherchant un peu tu le trouves pour une bouchée de pain sur le net. La misère noire concernant ce film atteint son sommet en 2006, année où Pictures Première, qui détenait les droits sur celui-ci, décide de revendre ces derniers sur eBay. Heureusement, Schwarzenegger lui mettra du temps mais finira par rebondir et faire oublier des débuts particulièrement honteux. De quoi que ça parle ce machin-là? Hercule se fait chier sur le mont Olympe, en compagnie des autres dieux. Un jour, il s'énerve contre son papa Zeus pour que celui-ci le laisse descendre sur Terre. Hercule se retrouve donc parmi les mortels, il fait des rencontres passionnantes, il fait de l'autopromotion de sa force physique et de la beauté de ses muscles. C'est censé être une espèce de comédie avec héros et sidekick, situations loufoques et gags qui font mouche, jouant notamment sur la naïveté et l'insolence d'Hercule, pris en grippe dans un monde qu'il peine à comprendre. On va donc tâcher de ne pas lui trouver un message sous-jacent et prendre ce prototype pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gros nanar.
Découvrir Hercule à New York, c'est accepter de se laisser prendre par derrière par le jeu d'une médiocrité innommable. Cinématographiquement, ça ne vaut absolument rien. La qualité technique du produit ne lui permettrait même pas d'être diffusé sur Énergie 12. Et Dieu sait qu'ils en diffusent des merdes. Si vous voulez, tout est raté dans ce long métrage à tous les niveaux. Scénario, réalisation, interprétation, humour, car oui, il y a des blagues pensées en tant que telles dans ce film. Même la musique, le mec qui joue du sirtaki pendant toute la durée du film mérite juste d'être dégommé à la grenade. Cependant, dans tout cet amas de nullité, il y a deux éléments insolvables qui entraînent le reste du film dans les méandres marécageux de la bousasse intégrale. Le budget et le rythme général. Le rythme du film charcuté, celui-ci étant ponctué de séquences gratuites s'enchaînant sans logique les unes derrière les autres. Hercule sur le bateau, Hercule contre des marins, Hercule retourne de taxi, Hercule montre aux gens comment faire du sport, Hercule dîne chez un impresario, etc., etc. Aucun fil rouge ne vient raccorder l'ensemble des scènes, pas de cohérence donc et au final pas d'histoire à raconter. Sans être transcendant, loin de là, le concept de départ avait un léger potentiel humoristique digne d'une série B. Bien écrit, Hercule à New York aurait au moins pu être regardable. Là, c'est tellement déstructuré, il y a une telle distance entre ce que l'on voit et nous-mêmes que très vite on décroche complètement. Même en aimant bien Schwarzenegger, qui est par ailleurs certes très musclé, mais mauvais comme un cochon. Preuve s'il en est que Schwarzy, s'il n'est pas mené par un réalisateur qui saura à la fois le personnaliser, le modeler et le diriger selon des aspirations très claires dans l'esprit de celui-ci, peut devenir très vite un très médiocre comédien. Le rythme général de l'œuvre, donc appuyé par un scénario désorganisé, ne donne aucune consistance au produit. Mais lorsqu'en plus il n'est pas aidé par un manque de moyens flagrants, visibles via des effets de caméra à la mort moelle-neu, en plus de nous faire chier, on a même l'impression que le film se fout de notre gueule. N'ayant pas les moyens de se payer des effets spéciaux, sans doute le réalisateur décide par exemple de suggérer la force d'Hercule grâce, accrochez-vous bien, au hors-champ. C'est comme si un pote à côté de vous voit un ovni dans le ciel, mais vous interdit de le regarder et vous demande de le croire en vous basant sur la réaction qu'il a eue. Vous vous doutez bien que la première chose que nous ferions tous, c'est de nous foutre de lui. Eh bien ici, c'est pareil. Regardez, Hercule, il est très fort. Par contre, on n'a pas les moyens de caractériser sa force, donc on vous la montre pas. Il va donc falloir nous croire sur parole. Ouais, ben, gros doigt, hein. Inutile d'en rajouter, je pense que les images du film que vous voyez depuis tout à l'heure témoignent à elles seules du degré de connerie de ce long métrage. Hercule à New York est une daube infernale. Rien ne fonctionne, et encore heureux qu'en plus il ne nous ait pas fichu un message derrière tout ça. Une morale insignifiante chier à la va comme je te pousse. Je recommande ce long métrage aux véritables fans hardcore d'Arnold Schwarzenegger, car Hercule à New York a tout de même été édifié comme un tableau à la gloire de la plastique de son héros. Ceci dit, si les fans de Schwarzenegger veulent voir de véritables œuvres articulées autour du physique exceptionnel du culturiste, je leur recommande encore Stay Hungry sorti en 1976 ou même le documentaire Pumping Iron sorti en 1977. Ouais, il a moins de mérite hein, quand même. Pardon, il a moins de mérite. Il fallait le faire quand même, jouer dans cette merde d'Hercule à New York. Je veux dire, c'est quand même ce bibendum là, ce bibendum musclé, tu vois, qui 15 ans plus tard va devenir l'une des plus grandes figures de la science-fiction, donc bon... Grâce à James Cameron, sans lui, il ne serait resté qu'un bibendum. On s'en fout. C'est Schwarzenegger, on sait que c'est un mauvais acteur. Sa carrière de comédien repose sur cette édification, on va dire, cinématographique de son propre physique. Ça reste le plus fort des deux, malgré tout. N'est-ce pas, monsieur le narrateur? À la question que je vous ai posée, il m'est impossible de vous départager. Comment pourrais-je imaginer que Rocky ou Rambo soient plus forts que Terminator ou Conan? Vous aimez ces acteurs, tout le monde les aime. Non pas parce qu'ils sont forts, musclés et impressionnants, mais parce que leur charisme, leur sincérité, leur courage, leur parcours, ainsi que leur dualité suscitent en vous passion et admiration. Aucun des deux n'est plus fort que l'autre. Tous deux méritent la première place. Mais je pense qu'ils se fichent de cela autant l'un que l'autre. Ce qu'ils veulent, eux, c'est continuer à vous faire rêver. Car ils savent que c'est à travers des fans comme vous qu'ils continueront à exister. Éternellement. Tiens, ça me rappelle une conversation qu'on a eue en 1994, ça.
Allez, avoue que c'était bien. Oui, c'était bien, mais on l'a déjà vu des dizaines de fois. Et au fait, on est obligé de se taper le jeu sur Super NES maintenant parce que là, ça devient vraiment lourd. Je finis mon niveau, alors ta gueule. Promis, le jour où on verra un jeu Terminator 3, en supposant que le film existe un jour, je te laisserai jouer pendant des heures. Mais, dis-moi, tu aimes Stallone? Oui, j'aime Stallone. Et toi? Tu aimes Schwarzenegger? Oui, mais de toute façon, ce sont les deux meilleurs. Personne ne leur arrive à la cheville. Ça, c'est bien vrai. Dans un autre style, j'aime bien Van Damme aussi. D'ailleurs, maintenant, tu vas arrêter ta merde et on va regarder Full Contact. Van Damme? T'es sérieux? C'est une brêle. Seagal est bien meilleur. Mais la VHS de Piège en haute mer à la limite. Non, je mets Van Damme. Il en fait qu'une bouchée de ta tarlouse de Seagal. Ta mère, c'est une tarlouse. Seagal, il te prend ton Van Damme quand il veut. Van Damme. Seagal. Van Damme. Seagal.